Bonjour Nathalie, je suis super contente de te recevoir. Toi Nathalie, tu es de l'agence RPKP, Oui, donc c'est la filière, la division, on va dire, relations publiques de Kif Production. Nathalie, toi aujourd'hui, tu es venue nous parler de marque employeur. Enfin, c'est pas que tu es venue, c'est que je t'ai demandé de venir parler de la marque employeur et de tout ce qui est attrait au marketing RH, qui est quelque chose d'assez nébuleux, je t'avouerai, puisque d'un côté, il y a le marketing et moi, je ne m'estime pas spécialement de la fibre RH. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir quelqu'un qui s'y connaissait beaucoup. Et toi, tu t'y connais, puisque tu as bossé dans de très grandes entreprises de recrutement et de on va dire, mise en réseau, puisque tu as travaillé chez Viadeo et mhm, tu as ensuite travaillé également chez Uclink, qui est une start-up innovante dans le recrutement. Donc, tout à toi, tu fait. es pile poil. Vraiment, tu en as mangé au petit déjeuner depuis plusieurs années du Oui. marketing RH et de la marque employeur. Donc, merci beaucoup d'être là, Nathalie, aujourd'hui. Merci à toi, Sandy. Merci de me recevoir. Alors, ma première question, vraiment, c'est qu'est-ce que le marketing RH selon toi? Est-ce que tu aurais une définition rapide à nous donner? À quoi ça sert et comment on peut l'utiliser dans son entreprise? Tout à fait. Alors, je ne vais pas inventer des choses. Je vais partir en fait d'un livre qui est sorti fin janvier, donc c'est pour moi le plus récent, coécrit par trois expertes des RH et de la marque employeur, qui s'intitule Entreprise, 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction. Voilà, donc je ne vais pas chercher bien loin, mais tu vas voir, la définition est très intéressante et un peu différente de ce qu'on pouvait dire jusqu'alors, et on va y voir le rapport avec le marketing. Est inscrit. La marque employeur est l'image que véhicule une entreprise auprès de son marché, candidat, collaborateur, mais aussi prospect, client, non plus au travers de ses produits ou de ses services, mais au travers des femmes et des hommes qu'elle attire, recrute, intègre, fidélise, fait évoluer, laisse partir et dont elle fait des ambassadeurs. Tu vois Intéressant, intéressant. puisqu'on n'est Donc, pas uniquement dans les RH, mais également on nous exactement. parle de produits ou services, on va dire. Exactement. Si par exemple on avait fait ce podcast il y a encore 5 ans, peut-être que tu m'aurais posé la question différemment. Tu m'aurais dit: «Nathalie, pourquoi il faut aller vers la marque employeur? Pourquoi une entreprise de toute taille, de tout secteur, qui recrute ou qui pas forcément dans un recrutement intensif, mais qui a besoin, de communiquer sur, sa politique RH, a besoin d'aller sur la marque employeur?» Aujourd'hui, 2022, c'est une question qu'on ne pose plus. Celle qu'on se pose, c'est comment on y va? C'est-à-dire que je pense que tout dirigeant d'entreprise a compris l'intérêt, la pertinence ou l'urgence de développer, de structurer d'abord et de développer sa marque employeur, et d'aller vraiment sur ce champ d'action. Ce que je peux rajouter, c'est que la marque employeur, parce qu'il y a le mot marque dedans, donc le branding, Branding. branding, c'est finalement aujourd'hui un changement de paradigme qui est opéré et qui a besoin d'être accompagné parce que, et c'est là où le marketing prend tout son sens et son importance, euh, les- la marque employeur, elle est souvent incombée, malheureusement, exclusivement au département des ressources humaines. Quand une entreprise de grande taille a la chance d'avoir des personnes dédiées au recrutement, c'est plus facile, mais souvent, il y a juste une personne qui va s'occuper de la paye, des formations, des évolutions des collaborateurs, Des etc. contrats. Des contrats, de tous les reportings qu'on leur demande, des chiffres dans tous les sens, etc. Et la marque employeur est bien souvent un peu en plus, pas forcément bien acceptée parce que c'est un travail supplémentaire. Et souvent, on va mettre des actions un peu au coup par coup en fonction des besoins et sans anticipation, sans aucune réelle stratégie. Et clairement, le marketing a son importance parce que le candidat aujourd'hui est un client, puisque le rapport de force est inversé entre l'entreprise et le candidat. On ne peut plus attendre que le candidat vienne à l'entreprise. On ne peut plus se vanter de faire plein d'actions comme ça. Ça ne marche plus. Les choses changent, les process évoluent, notamment depuis la crise sanitaire. Et ce changement de paradigme est d'autant plus fort aujourd'hui. Et le marketing il faut qu'on décloisonne dans les entreprises les services marketing et services RH pour que les marketeurs apportent toute leur expérience et philosophie d'appréhension du client. Concrètement, comment le marketing peut ou doit aider
le service RH. Je t'avoue que personnellement, j'ai rarement collaboré avec des services RH, un petit peu, et de plus en plus d'ailleurs. Et je m'aperçois qu'effectivement, les techniques qu'on utilise ne sont pas si différentes. C'est juste un changement de perspective, c'est l'objet d'observation qui est différent. Mais sinon, j'ai envie de dire que la méthodologie, elle a l'air assez similaire. Exactement. Alors, je mettrai juste après, parce que peut-être que ceux qui écouteront vont commencer à bondir, il y aura une différence. Mais pour l'instant, parlons quand même de la manière dont on peut transposer les process. Par exemple, en marketing, tu m'arrêtes, hein, c'est toi l'experte. On va parler de parcours client. Absolument. On va embarquer un client, que ce soit online, offline, mais on va l'attirer dans sa boutique physique ou mettre en place tout un marketing digital pour l'amener sur sa boutique en ligne. Bah, dans le recrutement, c'est pareil. Aujourd'hui, on parle de parcours candidat. Donc, comment on va aller traquer le candidat ou qui est-il? Donc, les personas. Où se trouve-t-il? Comment communiquer? Donc, les canaux de diffusion. Quel message apporter? Et toute cette valeur, toute cette promesse employeur, cette identité, cette culture à mettre en avant. Donc, vous Ensuite, parlez même de promesse employeur, parce que la promesse, c'est la clairement un... promesse employeur, exactement. Et c'est D'accord. exactement le même vocabulaire. Alors, je triche parce que je reprends aussi également les derniers mots. Vous parlez également d'expérience client. Nous, on va parler d'expérience collaborateur. Une fois que le candidat est rentré dans l'entreprise, comment on va le faire évoluer, le faire vivre pour qu'il ait un épanouissement, Le pour qu'il se fidéliser, projette j'imagine. et le fidéliser exactement et qu'il se projette. Donc, il va y avoir plein d'actions, de formation, de promotion. Il faut absolument être à l'écoute, etc. Sachant qu'en plus, on a cette fameuse génération Z qui bouscule un peu les codes. Et puis, avant cette expérience, collaborateur, on a l'onboarding. Donc, c'est là où on va convertir finalement le candidat en collaborateur. Comme vous cherchez aussi à Même chose convertir ici. le prospect en client. Et cet onboarding, c'est une étape cruciale puisque on pourra faire un bon boulot en amont. Si cette période-là stratégique n'est pas bien opérée et bien préparée, tout peut s'effondrer et on peut perdre son collaborateur et Bah, donc son comme on client. peut perdre un client lorsque la promesse n'est pas Exactement. tenue et que ça génère de la déception. Exactement. Et donc, d'où cette déception aussi, l'intérêt, comme dans les services marketing, ça va être de travailler ta baseline, de travailler ton slogan publicitaire, adossé à un socle identitaire solide de marque. Eh bien, dans le marketing RH, c'est exactement la même chose. On va travailler cette fameuse raison d'être, voire aller sur une entreprise à mission, comme c'est très tendance en ce moment avec la loi Pacte, ou travailler donc une stratégie de valeur, voilà, pour embarquer. Et pour pousser le bouchon un peu plus loin, vous allez parler de churn rate pour les clients, hein, pour voir le taux de rotation client. C'est ce qui va aussi mesurer un peu un indicateur de performance des stratégies en place. Dans le recrutement, on va parler de turnover. Et c'est aussi un indicateur extrêmement important dans la marque employeur, puisque ça ne s'arrête pas que à attirer le candidat à soi, c'est aussi, et parfois on travaille la marque employeur déjà pour fidéliser l'existant. Et donc, limiter ces turnovers et comprendre le pourquoi du comment les collaborateurs n'ont pas un niveau d'ancienneté assez probant au sein de l'entreprise. Ah, je plaide complètement dans ce sens, puisque nous, on fait un énorme travail de sensibilisation sur la fidélisation et de ne pas toujours essayer de manière effrénée d'acquérir des nouveaux clients, même si c'est bien pour la croissance de l'entreprise, mais clairement miser sur le capital existant, c'est-à-dire sa base de clients ou des gens qui ont déjà été clients, bah, c'est essentiel. Donc, je te rejoins complètement. Maintenant, j'ai une question, Nathalie, et je suis sûre que tu vas pouvoir répondre. C'est que du coup, j'ai les RH qui font finalement la vocation du marketing RH, c'est juste une autre audience à laquelle on s'adresse. Mais finalement, j'ai envie de dire qu'il y a un travail qui est très similaire à ce qu'on peut faire en marketing. Comment on fait pour qu'on ne se retrouve pas avec un marketing RH qui soit désaligné du marketing, on va dire, client? Parce que le risque, de ce que je vois, c'est que si chacun travaille de son côté sur ses propres messages et tout, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir des messages qui sont complètement différents en marketing de ceux qu'on a en RH? Donc, comment on fait pour que ce soit aligné? Parce qu'on parle beaucoup de l'alignement sales et marketing, mais finalement, on ne parle pas tant de l'alignement des RH et du marketing. Et du marketing, tout à fait. Alors, il y a deux postulats de base pour moi. Le premier, et c'est là où j'en viens à la petite nuance de la corrélation et des ressemblances entre le marketing traditionnel et le marketing RH, c'est que, à la différence de travailler un produit ou un service, le marketing RH, c'est une matière vivante.
Donc, qui dit RH, dit ressources humaines, dit des hommes et des femmes qui traversent l'entreprise, qui vont des fois y rester à la porte, qui vont repartir, qui vont y rester. Donc, on a besoin déjà de cercler un peu toutes les parties prenantes, internes et externes de l'entreprise, et de pouvoir impliquer l'ensemble des collaborateurs, à la différence d'un service marketing. Donc, si tu veux, déjà, le RH, le marketing RH va avoir besoin de prendre le pouls et le ressenti, le vécu, la perception de l'ensemble des collaborateurs, mais aussi des prestataires, des distributeurs, des financiers, des anciens collaborateurs, des anciens candidats, etc. D'ailleurs, Ensuite, excuse-moi de oui, t'arrêter, mais en fait, on parle, moi j'entends souvent parler, j'utilise moi-même, du client interne. C'est-à-dire que le client oui, interne, c'est le collaborateur qu'on exactement. finalement… Qui après, on va devenir l'ambassadeur avec des Exactement. Donc, programmes d'employés advocacy, etc. exactement. Donc, Oui, c'est tout à super fait. intéressant parce que même en termes de client, vous reprenez le même terme. Et donc, Exactement. ce que tu essayes de dire, c'est que c'est la différence du marketing. C'est au marketing, on ne va pas aller consulter toutes les personnes dans l'entreprise, Oui, alors oui, qu'en RH, eh bien, on a besoin de faire cette étude de toutes les oui. personnes. OK. Exactement. Dans le marketing traditionnel, vous allez plutôt auditer le pouls des clients en externe. Le Du marketing RH marché, va on va déjà dire. Du du marché, marché. exactement. Le marketing RH également, puisque la perception externe de l'entreprise est importante. Mais avant d'y voir l'image externe, voyons déjà un peu le socle identitaire de l'entreprise et l'image déjà des propres acteurs internes, des parties prenantes internes, des collaborateurs, de tous les services. Donc là, il y a besoin vraiment de décloisonner. C'est pour ça que la synergie marketing RH peut aussi œuvrer dans ce sens pour faire des travaux d'enquête interne, externe, vraiment d'un audit quali. Ensuite, l'autre postulat, c'est que la marque employeur, c'est vraiment le reflet de la culture, de l'âme de l'entreprise et également un peu comment dire, le pendant de la gouvernance. Donc, euh, au- au-delà de se cantonner vraiment au produit même ou au service, ça va être un relais des plans stratégiques de l'entreprise et comment on peut le décliner dans la marque employeur sur un taux de croissance, un taux de fidélisation, un taux voilà, de recrutement. Donc, la jonction va être là. Après, dans les mots, j'ai eu quelques exemples d'entreprises où le marketing était si puissant en interne, et tant mieux, que les marges de manœuvre pour la marque employeur étaient un peu difficiles. J'ai l'exemple d'une entreprise qui travaille sur un produit B2C bon, bah, tout le wording, tous les éléments de langage étaient B2C. Difficile à transformer. La page entreprise LinkedIn était utilisée exclusivement à des biais de clientélisme B2C. Or, on est sur une audience B2B de candidats, essentiellement, voire aussi pour du social selling. Donc, il a fallu transformer. Donc, si tu veux, c'était vraiment de partir des valeurs finalement de l'entreprise et voir comment le marketing peut le décliner sur ses produits et comment les services RH peuvent le décliner dans leur identité qui va rayonner auprès des collaborateurs et des candidats. Donc, Je sais pas si si je c'est résume ce que clair. tu dis, moi, comme tu sais, on a une forte appétence pour LinkedIn. Donc, toi, tu dirais qu'aujourd'hui, si on veut vraiment développer une marque employeur, la page entreprise de LinkedIn ne doit pas être uniquement à destination de prospects de clients, mais également communiquer sur les employés et l'attractivité de l'entreprise en tant Oui. qu'employeur. Oui, et justement, et c'est là où tu ouvres une brèche qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, la marque employeur, et ça, c'est encore à évangéliser, hein, parce que ce que je vais dire, ça peut choquer, mais c'est un sacré levier business. Et Moi, c'est ça ne me choque là pas du où, tout. mais je sais que ça choque des RH, et c'est là où la boucle est bouclée finalement avec le marketing, c'est que aujourd'hui, axer des actions fortes sur la marque employeur, ça va permettre de communiquer sur des aspects non palpables, concrets du produit service traditionnel, de tous les éléments de langage que vous pouvez utiliser. Puisque là, on va parler RSE, on va parler engagement, on va parler impact, on ne va pas forcément parler performance ou produit. Donc, tous les arguments un peu plus subjectifs qui rentrent aussi dans, tu sais, les modèles de gouvernance et d'audit que peuvent opérer les financiers, là, quand on case la gouvernance, le RSE, la parité Et moi, je homme-femme, m'endors en etc. général à ce moment-là. Et pourtant, c'est indéniable. Et lorsqu'une page LinkedIn est bien construite, et elle va rayonner autant sur le prospect que sur les candidats. Et le prospect sera d'autant plus sensible à la dimension humaine mise en avant, encore une fois, si elle repose sur un vécu réel et que ça ne reste pas une promesse et une coquille vide. Et donc, ça va aussi œuvrer sur un argument marketing différenciant et fort par rapport à ses concurrents. Et du coup, alors moi, je suis super d'accord avec toi. Et à titre
personnel, j'ai toujours plus de plaisir à collaborer avec une entreprise où on sent qu'il y a une vraie valorisation de leurs talents, de leurs équipes et où chacun a l'air d'être fier de travailler pour l'entreprise. C'est hyper agréable d'être dans ces conditions et ça se ressent carrément. Alors, je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais des petits problèmes parce que ça arrive toujours. Et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est un vrai vecteur de business parce que savoir comment ça se passe dans une entreprise. Aujourd'hui, en B2B, on se rend vraiment compte que les entreprises, dans la décision d'achat, de la perception de comment ça se passe, comment sont traités les gens, quelles sont les valeurs de l'entreprise et comment elles sont portées, ça a un vrai impact sur la décision d'achat. Donc, moi, j'ai juste une question parce que c'est quelque chose que malheureusement, j'entends encore assez souvent, notamment dans le secteur des entreprises qui ont des ressources en tension, c'est-à-dire, tu dis, les devs, tout ça. Eux, je vois certains qui sont très frileux de s'engager dans tout ce qui est stratégie de marque employeur et de marketing RH parce qu'ils ont peur qu'en devenant visibles, ils se feront piquer leurs ressources. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que tu as des arguments pour expliquer ça? Alors, moi, je comprends, d'une certaine manière, je comprends, la peur peut être légitime, mais est-ce que tu as des éléments rassurants à nous apporter? Alors, rassurant, oui. Et en tout cas, de montrer les limites d'une démarche qui n'ouvrirait pas, qui n'irait pas dans ce sens. Vouloir garder un peu chasse gardée ses talents, c'est tout à fait compréhensible. Pour autant, avec toute cette ouverture numérique qui existe aujourd'hui, si on ne fait pas cet effort d'ouverture, c'est de toute façon le talent qui partira vers une entreprise qui est plus dans cette philosophie. Donc déjà, faut partir de ce postulat-là. Ensuite, embarquer les collaborateurs dans un programme d'ambassadeurs, comme je crois que vous faites également, c'est quelque chose qui a du sens et qui va accroître ce fameux sentiment d'appartenance du collaborateur à son entreprise. Et il aura une telle fierté à promouvoir les valeurs internes auxquelles il participe, d'être acteur vraiment actif dans la promotion de l'identité de l'entreprise que normalement va se jouer tous les processus de fidélisation. Après, oui, on n'est pas à l'abri, mais en même temps, c'est généralement accompagné sur ces stratégies social media. Donc, il va avoir les codes aussi pour œuvrer et pas se faire chasser comme ça. Et des expériences que j'ai, il n'y a que du positif à y aller. Et cette chasse gardée se retournera de toute façon contre l'entreprise. Et moi, je te rejoins complètement. Et puis surtout, je me dis, ça ne prémunit pas forcément de se faire piquer un talent. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en restant discret, on se prémunit d'attirer de très bons talents parce qu'on reste complètement invisible. Moi, je sais que j'ai eu l'expérience par le passé d'un collaborateur, on va dire une belle pointure qui avait rejoint l'équipe d'un de nos clients. Et ce n'est pas du tout pour me faire mousser, mais je me souviens que la personne, quand je l'avais rencontrée, elle m'a dit, vous savez, si j'ai rejoint cette entreprise qui était beaucoup plus petite, qui était de start-up que mon ancien employeur, c'est juste parce que je trouvais que le marketing était super bien et que ça donnait envie, le marketing RH, mais ça donnait envie de rejoindre l'entreprise. Donc, le marketing au sens large et le marketing RH, on va dire de manière plus précise, peuvent clairement contribuer à attirer des talents. Exactement. Moi, j'ai vraiment vécu l'expérience, je peux témoigner. Et tu as tout à fait raison. Et pour aller dans ton sens, avec une métrique qui est très forte, aujourd'hui, sur certains secteurs, certains métiers, on va jusqu'à avoir une expérience immersive du candidat à hauteur de 95%. C'est-à-dire que 95% des postulants vont se renseigner sur l'entreprise avant de candidater. Ah ouais. Donc, tu vois, la puissance justement d'avoir une présence digitale et un marketing travaillé pour que l'expérience candidat ne s'arrête pas juste à la lecture de l'annonce et que derrière, il puisse avoir conscience et connaissance de tous les fondamentaux de l'entreprise différenciants. Donc, tu vois, on est vraiment sur cette logique-là. Moi, j'ai une question maintenant super opérationnelle. Voilà, j'écoute ce podcast et je me dis quand même, je fais peut-être quelques petites choses, mais on gagnerait dans notre entreprise à faire ça de manière plus professionnelle et de manière plus active surtout. Quel conseil tu me donnerais? Par quoi je devrais commencer? Ou qu'est-ce que tu dis à tes clients en général? Par où ils doivent commencer? Quelles sont les premières actions à mettre en place pour pas se sentir submergé? Tu vois, par quel bout je le prends en fait, globalement? Alors, c'est une méthodologie qui est assez classique finalement, mais qui est absolument nécessaire. D'abord, c'est le pas de côté.
ou la prise de hauteur. C'est une phase un peu ingrate et chronophage. Je préfère parler de prise de hauteur. De hauteur. C'est une phase en fait d'audit et de diagnostic. Alors pour prêcher ma paroisse, évidemment, prendre une personne extérieure peut aussi avoir du sens parce qu'il y a vraiment cet œil neutre et des fois on ne voit pas la tête dans le guidon des choses incroyables qu'on peut mettre en avant et qu'on ne fait pas. Donc cette première phase d'audit, elle va passer au crible toute la politique RH, donc les métriques, les plus alarmistes ou pas, le taux d'absentéisme, le taux de turnover, le nombre de recrutements, les typologies de profils pénuriques, les différentes chartes mises en place, etc. Donc vraiment l'ADN RH et la politique RH de l'entreprise. C'est très quantitatif quand même. Là, on est très quantitatif. Mais il y a des chiffres tout de suite qui vont te dire, waouh, attends, quand tu compares à d'autres entreprises, tu dis, attends, là, warning, allons voir ce qui se passe. Tu vois, alors comment tu fais à avoir les chiffres des autres entreprises? À force de baigner dans les… D'accord, ok. Il n'y a pas un site internet officiel où je peux trouver toutes les données? Non. Malheureusement, non. Mais après, voilà, il y a des choses qui peuvent tilter un taux de turnover suffisamment élevé. Alors, il peut des fois correspondre lorsqu'une entreprise en rachète une autre. Bon, voilà, on sait qu'il y a des petites turbulences et ça, on sait. Et puis, on va mesurer la sortie et puis on va stabiliser. Puis, il y en a d'autres, bah non, c'est inexplicable. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la marque employeur va peut-être plus être là pour fidéliser que pour recruter, par exemple. Donc, tu vois, c'est tout de suite des indicateurs qui vont, ou pas. Des fois, ça va être très lisse et puis, bon, bah, très bien, au moins, on a balayé ça. Ensuite, ça va être de passer au crible tous les parcours, le parcours candidat, depuis la sortie du besoin jusqu'à les traitements des candidatures, de tout baliser. Qu'est-ce qui est fait, par qui, comment, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui est déjà bien, qu'est-ce qu'il faut tout de suite arrêter et qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui doit être ajouté et de manière cruciale. Ensuite, l'onboarding, également, phase très importante, et le parcours collaborateur. Donc, tout ça, c'est passé au crible avec vraiment une évaluation. Et une fois que cette phase d'audit, on a cette matière première, on va l'analyser et on va tout de suite en dégager, tout de suite, on va digérer. Et après, on va dégager des actions prioritaires et on va faire en fait un plan d'action. Un plan d'action. Court, moyen, long terme, exactement. Et surtout, y mettre en face qui le fait. Et c'est là où on ouvre le service RH et on va chercher les personnes au service marketing, communication, commerciaux, etc. Pour justement embarquer toutes les parties prenantes de la marque employeur. Et dans ce plan d'action, ce qui est important, c'est de bien sûr y mettre des KPIs, sinon ce ne sera pas mesurable. Et puis surtout de faire en sorte qu'il soit mis en œuvre et de le suivre avec des actions réalistes, atteignables, et puis en fonction des budgets alloués évidemment par l'entreprise. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une dernière question à te poser, c'est quelles sont les erreurs à éviter, c'est-à-dire les trucs que tu vois souvent où les gens pensent qu'ils font peut-être du marketing RH, mais en fait, ils n'en font pas. Et du coup, si tu peux nous les partager comme ça va nous éviter de les faire nous-mêmes et puis on passera tout de suite aux bonnes pratiques. Spontanément, l'erreur en fait qui est souvent faite, mais c'est comme ça, c'est de voir trop le haut de l'iceberg de la marque employeur, c'est-à-dire tout de suite l'outil, la promesse. Je veux un site carrière, je veux une page entreprise, je veux un programme collaborateur ambassadeur, voilà, je veux je sais pas, de la relation presse. Je pars tous azimuts sur la boîte à outils, la boîte à Pandore comme j'appelle, parce que du coup c'est visible, donc c'est facile. Ou que ce soit même en communication interne. Or, si ça ne repose pas sur une identité partagée, réelle et vécue, ça va et parfois se retourner contre l'entreprise. Donc, c'est ça l'erreur, en fait, mais je pense et qui est pareil en marketing, en fait. Hein, c'est ce qui est appelé communément le syndrome de l'objet brillant, où on va aller sauter sur à peu près toutes les nouvelles techniques qui sortent et qui ont l'air sympas. Genre là, ça pourrait être, on va ouvrir un compte TikTok, qui dans l'absolu ne sont pas des mauvaises idées, mais si elles ne reposent pas sur ce que nous, on appelle des fondations marketing solides, donc toi, ce serait plutôt des fondations marque employeur solides, ouais. Eh bien, en fait, ça repose sur rien et ça va, en général, s'effondrer ou du moins pas du tout avoir l'effet attendu. Donc, pour toi, c'est vraiment l'erreur à éviter, d'abord, il faut prendre le temps de faire ce travail. Aller en bas de l'iceberg et vraiment poser les socles et mener un audit avec toutes les parties prenantes pour bien comprendre quelle est l'identité de mon entreprise aujourd'hui et vers quoi je veux tendre. Et une fois que c'est assuré, on peut enfin rayonner à l'extérieur.
Et donc, ce travail, on peut faire en interne si on a des personnes compétentes pour le faire, mais idéalement, il vaut mieux se faire accompagner par quelqu'un qui a un œil neutre, neuf, Neutre et neuf, ouais. et qui va faire prendre de la hauteur. En fait, nos métiers se ressemblent vachement, Nathalie, c'est un truc de fou. Exactement, Sandy. Un truc de fou. Alors nous, on aime bien dire qu'on aide les entreprises à voir les angles morts de leur marketing, parce qu'en fait, c'est normal, quand tu es dedans, tu peux pas tout voir, tu n'es pas du tout juste en bonne posture. Là, c'est exactement pareil, en C'est fait. exactement la même chose, tout à fait. Merci beaucoup, Nathalie. Moi, ce que je voudrais que tu nous dises maintenant, c'est si on a encore des questions après avoir écouté l'épisode, si on a envie de rentrer en contact avec toi, comment on fait? Où est-ce que je peux te trouver? Pour me trouver, eh bien, tout simplement sur LinkedIn, hein, pour être digital. Mon profil, Nathalie Daoud, agence RPKP, un petit message privé et je vous réponds avec grand plaisir très rapidement. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, Sandy. Merci de cet échange.